Mesdames et messieurs, nous allons commencer. Je vais d'abord inviter Robert Maggiori des Rencontres philosophiques de Monaco pour vous présenter la saison 2018-2019. Merci. Voilà, merci à vous d'être là pour cette quatrième saison donc, des Rencontres philosophiques. Donc cette année, comme vous avez pu le voir dans le petit dépliant, le thème sera l'humain. Donc on a pensé, après moult réflexions, que c'était un thème digne d'être traité avec beaucoup d'âpreté, puisque l'humain comporte aussi l'inhumain, la monstruosité, le rapport à l'animalité, le rapport aussi à la mort, le rapport à la santé, le rapport avec ce qu'on appelle aujourd'hui le transhumanisme, c'est-à-dire cette volonté de donner à l'homme de plus en plus de puissance jusqu'à ne plus le faire mourir, par exemple. Donc ce sont des interrogations sociales qui concernent tout le monde, et donc nous avons voulu cette année les traiter de façon systématique, atelier après atelier. Voilà, je m'arrête là. Juste, je voudrais en profiter pour vous montrer que les actes des ateliers de l'an dernier sur la violence donc, viennent d'être édités. Et donc, si jamais vous avez raté quelques séances ou si vous voulez savoir ce qui s'est dit l'an dernier, vous avez le livre à votre disposition. Merci encore de votre présence et je passe la parole à Joseph pour qu'il puisse initier tout de suite le débat. Merci. Merci Robert Maggiori. Bienvenue. À mon tour de vous remercier d'être présent, en effet, pour cette quatrième saison des Rencontres philosophiques de Monaco. Comme vient de le rappeler et de le dire Robert Maggiori, cette année 2018-2019, nous avons choisi de déployer une des, sinon la question primordiale de la philosophie, la question de l'humain. Qu'est-ce que l'humain ? Et aussi, qui est l'humain ? Ce sont deux questions différentes. Qu'est-ce que l'humain ? Qui est l'humain ? Qu'appelle-t-on l'humain ? À qui, à quoi en appelons-nous en appelant l'humain à être humain ? Et qu'est-ce qui définit ? Et donc, à partir de quelle loi, de quel lieu, de quel fondement définir l'humain ? C'est dire aussi le distinguer, savoir le différencier ou le démarquer des autres étangs dans le monde. En posant ces questions, nous cherchons à interroger la nature intime de l'être humain. Est-il plutôt animal ou plutôt à rapprocher d'une nature divine ? Est-il cet être que nous nommons humain, libre ou bien déterminé, conditionné par son contexte, son histoire ou la nature ? Est-il essentiellement ou fondamentalement bon ou alors foncièrement maléfique ? Est-il solus ipse ou bien ne surgit-il, l'humain, que dans et par son rapport à l'autre ou aux autres ? Alors, évidemment, nous connaissons la définition traditionnelle, classique de l'humain. L'humain est présenté, dans l'histoire de la philosophie, comme l'être qui, à la différence de l'animal, justement, est doué d'une faculté singulière, particulière, la faculté de raisonner. Zoon, logon, ekon. Évidemment, c'est la définition aristotélicienne. L'humain est ce vivant, doté du langage, cet être animé et qui est doué de discours, cet animal raisonnable ou rationnel. Cette définition classique, nous y reviendrons très certainement, et en effet, nous tournerons toujours autour d'elle ce soir, est d'emblée limitée, car elle ne permet pas de saisir le propre de l'humain dans son entièreté, qui évidemment ne se limite pas à la faculté de raisonner. Elle ne permet pas, cette définition, de comprendre en quoi et pourquoi l'humain, tout en étant un être de raison, un être de discours, est aussi traversé par des traits dont la raison ne saurait envelopper. Le vécu corporel, par exemple, le passionnel, le pulsionnel, l'anticipation de sa mort, la rencontre singulière de l'altérité, dont Lévinas, par exemple, disait qu'elle est en dehors de la raison, justement. Et plus particulièrement, sa propension à être ce qu'il a à être.
être humain, nous voyons aussi que être est devenu ici transitif et ne se contente point du simple état d'être. L'humain, et c'est bien son drame historique, n'est pas toujours humain, c'est-à-dire animal doué de raison, de langage, de discours. Il lui arrive de vouloir surpasser, dépasser, surmonter cet état d'être. Il lui arrive d'être inhumain, même complice de l'irruption de l'inhumanité la plus destructrice de la raison. Se détruit-il lui-même, l'humain, ainsi? Ce serait trop facile que de le dire. Il faut aller à la limite même de ce paradoxe. L'humain est cet être qui est à la fois et simultanément animal de raison, certes, et déchaînement d'arraisonnement. Cette bête féroce, comme disait Nietzsche. Nous ne cesserons ce soir, il me semble, de graviter autour de cette paradoxalité, en tentant de déployer à la fois les deux tendances inscrites à même notre intitulé « Être humain », à la fois la définition de l'essence de cet être nommé humain et la transitivité de cet être que l'on appellerait l'humain. Et alors pour ce faire, je suis très heureux d'accueillir à nouveau deux amis philosophes des rencontres philosophiques de Monaco. Ils nous font le plaisir de revenir à Monaco. Tout d'abord, je présenterai Cynthia Fleury, qui parlera en second. Cynthia Fleury vient tout juste d'être nommée professeure au Conservatoire national des arts et métiers. Elle est titulaire de la chaire Humanité et Santé. Elle est membre du Comité consultatif national d'éthique et aussi membre fondateur du réseau européen des femmes philosophes de l'UNESCO. Et elle a fondé, comme nous le savons, la chaire de philosophie à l'hôpital Hôtel-Dieu et dirige aussi le GHU Paris, Psychiatrie et Neurosciences à Sainte-Anne. Elle a publié de nombreux ouvrages, je n'en citerai ici que quelques-uns, les 3 derniers, me semble-t-il. Les Irremplaçables, texte, je pense, on va en discuter, on va en parler ce soir, publié chez Gallimard en 2015 et qui vient d'être republié en folio en 2018, là. La fin du courage chez Fayard en 2010 et en poche en 2011, ainsi que Les pathologies de la démocratie chez Fayard en 2005 et en poche en 2009. Et Christian Godin, professeur émérite de l'université de Clermont-Ferrand, il a publié énormément d'ouvrages également. Il est membre du comité de rédaction de la revue Cité. Et il a publié tout récemment, je ne mentionnerai que ses 2 derniers livres, Les lieux communs d'aujourd'hui, en 2018, aux éditions Champvallon, et Ce que sont devenus les péchés capitaux, au CERF, en 2018. Donc je vais maintenant passer la parole à notre ami Christian Godin, qui va nous exposer son thème « Qu'est-ce que l'humain ?» Ensuite, nous allons passer la parole à Cynthia Fleury, et ensuite nous engagerons une discussion. Christian. Merci pour votre invitation, pour votre présentation. Donc, je vais essayer de répondre à la question « Qu'est-ce que l'humain ?» L'idée d'humanité comporte 3 dimensions. Quand on dit humanité, on renvoie à une réalité physique, c'est un fait. Il y a 7 milliards d'hommes sur Terre aujourd'hui. Il y a également dans l'idée d'humanité la dimension morale. Quand on dit agir avec humanité, ça sous-entend une certaine bienveillance, une certaine sympathie. Donc on n'est plus de l'ordre du fait, mais de l'ordre de la valeur. Et puis l'humanité a une dimension intellectuelle, conceptuelle. C'est une idée, et une idée dont on verra qu'elle a mis un certain temps à se constituer. Alors apparemment, il y a une hétérogénéité irréductible entre ces 3 dimensions, entre la dimension factuelle, la dimension axiologique, la valeur, et puis la dimension conceptuelle, intellectuelle. En réalité, il y a une intrication profonde, complexe, entre ces 3 dimensions, chacune avec les 2 autres. Et ce qui permet en effet de comprendre le nœud de cette intrication, c'est probablement, c'est une hypothèse que je soulève, mais je pense qu'elle est suffisamment argumentable, c'est l'idée d'universel. C'est-à-dire que là où véritablement l'humanité peut être comprise comme un fait, ou bien comme une valeur morale, ou bien comme un concept, à chaque fois, en effet, nous avons affaire à cette idée d'universel. Mais aussitôt se pose une difficulté.
Auguste Comte disait que l'humanité est faite de plus de morts que de vivants. Ça veut dire que quand nous parlons d'humanité, même si nous avons tendance à penser à nos contemporains, il y a eu beaucoup plus d'ancêtres que de contemporains. Et certains spécialistes ont pu calculer que depuis que Homo sapiens existe, 100 milliards d'hommes sont passés sur Terre. Nous n'en sommes que 7 et donc une toute petite partie. Et puis, si nous regardons maintenant du côté des sociétés traditionnelles, on voit que les descendants, ceux qui viennent après et qui par définition n'existent pas, eh bien, sont pris en compte dans certaines sociétés comme faisant partie, on pourrait dire, à part entière de la société. Et qu'on peut se demander, si on tient compte de tous ces éléments, s'il est possible de totaliser tout cet ensemble, d'en faire une véritable unité et de qualifier cette unité par un certain nombre d'attributs en disant, ben voilà, nous avons une idée claire de ce que peut être l'humanité en tenant compte à la fois de sa dimension factuelle, axiologique et conceptuelle. Et à partir de là, donc, on peut en effet donner un certain nombre d'attributs recevables. Est-il possible de totaliser l'humanité pour que l'on puisse en tirer l'idée, en effet, pour répondre à la question qu'est-ce que l'humain, qu'est-ce que être humain, par un concept donc qui subsumerait sous lui tout un ensemble de réalités qui sont extraordinairement diverses et hétérogènes. Alors, la diversité, l'hétérogénéité que nous offre l'histoire passée et présente sont telles qu'on peut dire que le concept d'humain semble inopérant. À chaque fois, en effet, que nous tirons un trait que nous pensons être spécifique ou générique, nous sommes en but à tout un ensemble de contre-exemples, de contrefaits. Et par conséquent, on se dit qu'il y a une telle diversité que la déduction que l'on peut tirer est absolument impossible à faire. Paul Valéry disait que l'histoire ne nous enseigne rien parce qu'elle nous donne des exemples de tout. D'ailleurs, on pourrait dire la même chose de la nature, qui est aussi un englobant sans limite. Donc on se dit, en fonction de telle ou telle idéologie, de tel ou tel parti pris moral ou religieux ou philosophique, on va exciper un attribut ou un qualificatif particulier en disant, ben voilà, l'humain c'est cela. Ce qui nous pourrait, ce qui pourrait fonder notre impossibilité à définir l'humain à cause de cette diversité même et de sa dynamique et de ses caractères contradictoires, c'est un texte très important qui a été écrit au XVe siècle par un humaniste italien, Pic de la Mirandole, qui est par ailleurs plus connu pour avoir été détenteur d'un savoir qu'on peut dire universel. Et Pic de la Mirandole a écrit un traité qui s'appelle « De la dignité de l'homme ». Et ce qui est important dans ce traité, c'est que ce terme de dignité recevait, à ma connaissance pour la première fois dans l'histoire des idées, un sens qui n'était pas un sens, disons, politique ou sociologique. Quand on parlait de dignité dans un régime féodal, c'était toujours des titres dont pouvait se prévaloir une aristocratie, une noblesse et donc des privilégiés. Ici, quand Pic de la Mirandole parle de la dignité de l'homme, non seulement il ne s'agit pas d'un titre social, il s'agit en fait d'une dimension qu'on pourrait dire ontologique, métaphysique. Et surtout que cet homme-là, c'est l'homme universel. Ce n'est pas quelques hommes, c'est l'homme en général, l'homme générique. Et la réponse que donne Pic de la Mirandole à la question qu'il se pose lui-même, quel est le propre de l'homme, c'est une réponse paradoxale, une réponse aporétique, puisque Pic de la Mirandole dit justement le propre de l'homme, c'est de n'avoir pas de propre. Que la nature de l'homme, s'il y en a une, la nature de l'homme, c'est de ne pas avoir de nature. Et dans une prosopopée qu'il adresse à Dieu, il imagine Dieu s'adressant à Adam, et à la différence des animaux qui ont une nature bien déterminée, qui sera ensuite fixée par ce qu'on a appelé l'instinct, eh bien l'être humain, lui, n'est pas déterminé de façon définitive par un destin préalable et qu'il est tellement libre qu'une infinité de possibles se trouve ouverte devant lui. Et c'est ce qui fait dire donc à Pic de la Mirandole qu'il n'y a pas de nature humaine dans la mesure même où parler d'une nature humaine, ce serait donner un attribut définitif à une essence qui serait fixe et qui serait donc constatable partout. Alors, est-ce qu'on peut s'en tenir là ? Il est possible, malgré tout, d'échapper à l'indétermination.
l'indétermination où nous plongerait donc le constat, disons, sceptique d'une diversité inappropriable et également donc de la pensée de Pic de la Mirandole, donc d'une absence de nature universelle ou déterminée à l'avance. Échapper à l'indétermination par quoi? Par la négation. En renversant la formule de Spinoza qui disait toute négation est détermination, on pourrait dire inversement que toute détermination est négation. En effet, si je dis ce qu'une chose ou ce que quelqu'un n'est pas, je dis par là même en creux ce qu'il est. Et donc, il est plus facile, semble-t-il, de définir l'humain par le non-humain que par ce qu'il serait. Ce qui nous permettrait de faire l'économie, justement, de cette difficulté aporétique d'avoir à assigner à la nature humaine un certain nombre de qualités. Or, quand nous regardons rétrospectivement les traditions intellectuelles et culturelles du passé, on s'aperçoit en fait que toutes les fois qu'on s'est posé la question de savoir qui sommes-nous, nous les hommes, eh bien, on s'est débattu à l'intérieur d'une sorte de triangle du non-humain, on peut appeler cela ainsi. En gros, il y a trois grandes figures, trois types, trois mêmes stéréotypes, qui délimitent en creux, en négatif, justement l'humain dans la mesure où ce sont des figures du non-humain. Ces figures du non-humain, c'est le Dieu, l'animal, la machine. Et donc, répondre à la question de savoir ce qu'est l'homme ou ce qu'est l'humain, c'est de savoir en quoi il n'est pas Dieu, en quoi il n'est pas animal, en quoi il n'est pas machine, parce que ce sont les trois termes antinomiques qui ont permis, à contrario, donc, de définir l'humain. Alors rapidement, donc, si l'homme n'est ni un Dieu, ni un animal, ni une machine, comment cela peut s'argumenter? Il n'est pas un Dieu. Je renvoie à la devise célèbre du fronton du temple d'Apollon à Delphes, devise que Socrate a fait sienne, « Connais-toi toi-même », que nous, modernes, nous comprenons à contresens, parce que quand nous entendons « Connais-toi toi-même », nous y comprenons immédiatement une invite à un exercice d'introspection. En gros, sache quel est ton caractère, sache ce que tu penses dans ton fort intérieur. Ce n'était pas du tout de cela qu'il s'agissait chez les Grecs, qui n'avaient pas ce que nous appelons depuis saint Augustin l'intimité, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus intérieur en nous. Non, les Grecs se percevaient en extériorité, et connais-toi toi-même, cela signifie ceci, toi qui entres dans le temple d'Apollon, n'oublie pas que tu es un homme et non pas un dieu. Et pour les Grecs, la ligne de démarcation absolue entre les dieux et les hommes, c'est la mortalité. Les dieux sont immortels, les hommes ne sont pas mortels. Notons que les Grecs ne parlaient ni de sensibilité, ni d'intelligence, ni même de puissance. Non, c'est la question de la mortalité. C'est l'homme, c'est la mort qui constitue l'homme, et on trouve d'ailleurs quelque chose d'assez analogue dans un texte qui est encore bien antérieur à ceux des présocratiques ou des philosophes grecs, qui est l'épopée de Gilgamech, qui est l'un des plus anciens textes de l'humanité. Et dans cette épopée de Gilgamech, le héros Gilgamech part à la recherche d'une plante d'immortalité qu'il trouve mais qu'il finit par perdre. Voyez. Alors, l'homme n'est pas un animal, donc c'est la deuxième figure du non-humain. En effet, dans les traditions, nous voyons l'animal est bien ou bien divinisé, c'est le cas des dieux zoomorphes de l'Inde ou de l'Égypte ancienne, ou bien l'animal est bestialisé, il est animal proprement animal, et donc il est défini par toute une série de manques. L'animal, c'est celui qui, par opposition à l'homme, est dépourvu de... Alors on peut mettre le X, on peut mettre la pensée, il ne pense pas, la raison, il ne raisonne pas, la culture, l'animal est un être sans culture, la culture est le propre de l'homme, politique, il y a des sociétés animales, mais en revanche, aucune société animale n'est organisée politiquement, donc l'homme est un animal politique, c'est une formule d'Aristote. La technique, l'homme est un animal qui est capable de construire des machines et des outils, ce que ne font pas les animaux. La troisième figure du non-humain, c'est la machine. On trouve un premier aperçu de cela dans un passage étrange de l'Iliade d'Homère, où les dieux de l'Olympe se font servir par des automates, donc des mécaniques qui ressemblent à des êtres humains, qui apparaissent comme vivants, mais en même temps qui ne sont pas vivants, puisque ce sont des machines. En effet, la machine n'a pas de liberté, ni de conscience, elle n'a pas d'intériorité. Et à cet égard, la machine pourra servir en effet de repoussoir pour définir l'humain. Elle ne vit pas, ce qui est fondamental, et ce qui d'ailleurs, entre parenthèses, nous indique à quel point il est
particulièrement malvenu d'avoir appelé intelligence artificielle tout un ensemble de mécanismes capables de calculer et même éventuellement d'effectuer des raisonnements. Mais si l'on considère que l'intelligence est une efflorescence de la vie, c'est un produit de l'évolution du vivant, parler d'intelligence artificielle, c'est véritablement utiliser un oxymore. Alors, nous sommes depuis quelques décennies devant une crise qu'on peut appeler une crise ontologique, qui est plus encore qu'une crise existentielle, une crise ontologique, parce que c'est une crise en effet qui attaque la conception de l'humain que les siècles, de façon très laborieuse, les siècles passés avaient pu élaborer. En effet, nous assistons à une véritable remise en cause et qui touche justement les rapports que l'homme peut avoir désormais avec ces trois figures du non-humain. Parce qu'à partir du moment où ces figures sont elles-mêmes mises en question, ce sont les rapports évidemment que nous avons avec elles qui se trouvent mis en question. Qu'est-ce qui s'est passé pour Dieu? Si nous suivons l'énoncé nietzschéen qui est, contrairement à ce qu'on croit souvent, largement validé, Dieu est mort. Par conséquent, si Dieu est mort, l'homme se trouve face à l'animal et à la machine. L'animal, lui, c'est une figure, alors vous le savez que cela fait assez peu de temps que les philosophes s'intéressent de façon très très profonde et très judicieuse à cet autre, cette figure de l'autre qu'est l'animal. Or, nous sommes par rapport à l'animal devant aujourd'hui dans une situation qui est parfaitement contradictoire. D'un côté, nous continuons une entreprise d'extermination et de domestication accélérée. L'animal, nous ne le supportons pas dans sa figure sauvage. Vous voyez par exemple comment le loup et l'ours peuvent être reçus. Et puis par ailleurs, et c'est antinomique évidemment avec ce que je viens de dire, on a reconnu petit à petit l'extraordinaire étroite parenté qu'il existe entre nous et les animaux. Au point qu'il y a aujourd'hui une idéologie qui est née des travaux de Peter Singer, l'antispécisme, qui dénonce comme presque l'analogue du racisme le fait que l'être humain se situe à part, non seulement à part des animaux, mais sur un plan supérieur à eux. Donc l'homme semble redécouvrir ou découvrir son animalité dans le temps même d'ailleurs que l'animalité est exterminée. Elle est combattue en effet par quoi? Par un rêve de mécanisation de soi, puisque l'animal c'est le vivant. Il faut bien considérer que l'une des choses qui aujourd'hui grève le plus lourdement notre monde, c'est la guerre sans merci que nous sommes en train de mener à la vie. L'effondrement de la biodiversité, la dévastation de l'environnement ne sont sans doute que des symptômes de quelque chose de beaucoup plus radical qui est la guerre à la vie. Et à cet égard, l'animal, évidemment, est en première ligne. Et de fait, si l'animal est ainsi écarté parce qu'encore vivant ou encore sauvage, nous sommes face à face, puisque Dieu est mort, face à face avec la machine. Et qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui dans les relations entre nous et ce non-vivant, enfin ce non-humain qu'est la machine? Cette machine, le constat est que de plus en plus, un désir que nous avons est de s'identifier avec elle, et donc de n'être plus humain, d'être une machine. Ce désir d'être machine, que Hans Jonas avait bien perçu dans son livre Principe responsabilité, Hans Jonas allait jusqu'à parler de honte prométhéenne que les machines nous produisent en nous. Nous produisons des machines qui sont tellement supérieures dans leur fonctionnalité aux pauvres fonctions que nous pouvons encore avoir, que les machines, dit Jonas, nous font honte. Et il appelait cela une honte prométhéenne. Si bien qu'en fait, le désir, qui est en réaction contre cette honte, c'est le désir de devenir soi-même une machine, tel qu'on le voit apparaître, par exemple, dans cette littérature post-humaniste ou transhumaniste à laquelle faisait allusion récemment Robert Maggiori. Günther Anders, dans les années 50, dans un grand ouvrage qui s'intitule « L'obsolescence de l'homme », parlait précisément aussi de cette honte que les hommes pouvaient ressentir d'être à ce point inférieurs à leur mécanisme, à ce point inférieurs à leur machine. Alors comment ce désir d'être soi-même une machine peut-il être satisfait ou peut-il commencer à être satisfait? Bien, il y a deux voies, en quelque sorte VOIES, ou bien le corps est de plus en plus mécanisé,
c'est-à-dire que le fossé entre l'organique et le mécanique, il est comblé du côté de l'organique qui devient de plus en plus mécanique. Donc c'est les implants électroniques, les exosquelettes, etc., etc. Ou alors, l'autre voie, à partir du mécanique, de la machine, qui, elle, devient de plus en plus, entre guillemets, vivante. Même si, évidemment, elle usurpe les titres. On parle de l'intelligence artificielle, j'y ai fait allusion. On parle également de la mémoire de l'ordinateur, alors qu'évidemment, un ordinateur ne se souvient de rien. Eh bien, si d'un côté l'organisme est de plus en plus mécanisé et de l'autre la machine de plus en plus vivante, arrivera un moment où la jonction se fera et il sera plus possible en effet de discriminer ce qui est l'ordre encore de l'humain et ce qui est de l'ordre de ce non-humain ou du mécanique. Il y a aujourd'hui quelque chose qui sourd de façon sûre et lente, le rejet de tout ce qui en l'homme est, entre guillemets, naturel. C'est-à-dire tout ce qui en l'homme peut échapper à la volonté humaine, c'est-à-dire à cette volonté prométhéenne. La nature étant, si vous voulez, avec Dieu, d'ailleurs, ce n'est pas un hasard, et aussi le hasard, eh bien la nature étant le nom pour dire toute espèce de formation ou de force qui, au départ, échappe à la volonté de l'homme, d'où la guerre sans merci qui lui est faite. Et on voit très bien justement que dans cette guerre à la nature et donc au corps, il est en train aujourd'hui de se passer quelque chose de grave avec le corps, avec l'organique, c'est que le rêve de devenir esprit, pourrait-il mettre un tiret, devenir esprit, je rêve d'un devenir esprit se conjoint avec celui d'un devenir machine. Et qu'il y a là, dans certains textes également, un parallélisme assez clair entre ces deux voies. On peut traduire cela en termes psychanalytiques comme un désir inconscient d'en finir. Derrière cette puissance de ce prétendu augmenter, ce dont il s'agit en réalité, c'est d'en finir avec l'homme, du moins l'homme tel qu'il existe. Et d'où cette conclusion, qui est une conclusion tragique et qui répondrait en partie à la question posée. Et si l'humain d'aujourd'hui, c'était la pulsion de mort, puisque la pulsion de mort, en effet, n'est repérable, évidemment, ni du côté des machines, ni du côté des animaux, et n'était pas repérable non plus du côté des dieux. Donc voilà ce que j'avais à dire très rapidement, très synthétiquement, et j'espère quand même pas trop obscurément sur cette question. Merci beaucoup Christian Godin pour cette lumineuse explication. J'aurais évidemment beaucoup de questions, mais je vais les réserver et je vais passer la parole à Cynthia Fleury pour ces 20-25 minutes. Oui, donc moi, bonjour à tous. Et je vais sensiblement dire des choses, bien évidemment, en relation avec ce qui a été dit. D'abord, revenir sur cette question être humain et en quoi c'est une question qui me semble être une question résolument de la Renaissance et du temps moderne. Et on a vu avec Pic, et je vais y revenir, par rapport à une question plus antique. Et puis après, essayer de tenter de définir qu'est-ce qu'être humain. Et j'ai pris quatre grands invariants qui viennent structurer l'humain, que ce soit le réel de la finitude, de la mort, le réel de l'autre, la question de la responsabilité, la question aussi de l'entrée dans le monde, la création du monde commun avec Arendt, et puis un dernier point de déconstruction, on va dire. Alors, la question, effectivement, cette question être humain, c'est la question de la Renaissance, au sens où, on l'a dit, le connais-toi toi-même, le fronton delphique, c'est vrai qu'on l'entend aujourd'hui comme quelque chose qui nous renvoie à notre intimité, à notre soi, au sens d'individualité, d'individuation. C'était pas ça, c'est-à-dire que la question chez les Grecs, le souci de soi, qui est une vraie question, la sculpture de soi, c'est précisément vécu de façon analogique avec la cité, et avec le cosmos. Et c'est une même itinérance, c'était des cercles comme ça qui s'imbriquent, et l'enjeu n'est pas de savoir qu'est-ce qu'est l'humain, c'est une non-question. La question antique, c'est la question de la vérité, c'est la question de précisément ces agencements comme ça analogiques. Donc ce qui va venir casser ça et qui va faire que tout d'un coup la question de l'humain est une question,
et en plus ça va venir fonder une philosophie, en l'occurrence l'humanisme. C'est la question des Renaissants. C'est effectivement ce grand texte magnifique du XVe siècle avec Pic de la Mirandole, où Pic fait effectivement parler Dieu. Et il le fait d'ailleurs dire deux choses. Une première chose où Dieu a construit, a fabriqué tout. Et puis tout d'un coup, il se dit, mais mon Dieu, qui pour admirer mon œuvre? Et il va donc créer l'humain. L'humain est précisément celui qui admire l'œuvre de Dieu et sans, bien évidemment, lequel l'œuvre de Dieu est inexistante. Et donc, ce sera absolument déterminant de comprendre que le regard de l'homme fait les choses. Bon. Et puis, bien évidemment, la deuxième chose qui est de lui dire, toi qui n'as pas de nature, en fait, ta nature sera de te définir toi-même. Et donc, précisément, et c'est ce que Malabou a appelé la plasticité, etc., c'est-à-dire de poser comme enjeu dorénavant de la philosophie de se constituer, comme dirait Bergson, créateur de soi par soi. Et là, on a une sculpture de soi, mais où tout d'un coup, il ne s'agit plus de se vivre en correspondance ou en analogie avec le monde qui nous entoure et avec l'univers qui nous entoure, mais de se séparer d'une certaine manière. Ce grand destin de la séparation et de la liberté comme séparation, c'est la question humaniste, et donc de devoir créer un certain type de référentiel pour voir comment cet humain va tenir. C'est la question de Montaigne au XVIe siècle, faire bien l'homme et dûment. Voilà, c'est ça qui dorénavant va constituer toute une philosophie, toute la question de la liberté. Et en cela, c'est véritablement la question des modernes. Alors, moi, de fait, l'humain se constitue par le fait d'affronter le réel de la mort, la question de la finitude, bien sûr, sa propre finitude, mais c'est là où on fait peut-être la différence entre être un humain et être un humaniste, c'est-à-dire faire en sorte que précisément cette humanité devienne une valeur, devienne une philosophie. C'est que l'humain traverse la question de la finitude, l'humaniste traverse la question de la sublimation de la finitude, de la sublimation de la pulsion de mort, et c'est pas tout à fait la même. Et l'humaniste va traverser cette question du ressentiment, c'est-à-dire d'aller au-delà du ressentiment. Et ce qui me paraît être une des questions majeures pour précisément affronter qu'est-ce qu'être un humain. Être un humain, c'est faire face à cette finitude et faire en sorte que cette finitude, alors qu'elle a raison de nous de manière biologique, elle n'aura pas raison de nous au niveau symbolique. Et c'est ça où on a ce passage entre être humain, simplement homme, et puis être humain au sens d'humaniste, parce que tout d'un coup, on fait ce passage de symbolisation. Et donc, on a là, je pense, quelque chose d'important pour venir définir ce qu'est l'humain. Le deuxième grand point, c'est la question de l'autre. C'est-à-dire, et là, c'est l'humanisme de l'autre homme, pour citer Lévinas, c'est-à-dire que l'humain découvre précisément que ce qui le précède, ce qui précède son ontologie, en fait, le fait d'être sujet d'une certaine manière n'est que second, et ce qui le précède, c'est l'éthique, c'est la question de l'autre, et c'est dans l'humanisme de l'autre homme, et Lévinas va dire, voilà, l'humain, c'est ce qui est étranger à soi, c'est ce qui est obsédé par les autres, inquiet. Hein. Le moi est otage dans sa récurrence même d'un moi, ne cessant de faillir à soi, non-essence de l'homme, et il cite d'ailleurs dans ce texte à un moment donné Blanchot, qui dit l'homme passe, voilà, l'homme passe, au sens où il a, on va dire, toujours été approprié à sa propre disparition. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut penser l'homme à partir de sa condition d'otage. Je ne peux pas me dérober à la responsabilité. Hein. Moi, j'avais parlé d'irremplaçabilité dans la suite de Jean Kelevitch, mais ça veut dire l'homme, il est cet être qui est constitué
par cette éthique, qui est précédée, qui voit son ontologie précédée par l'éthique, par cette responsabilité. Et donc, bien évidemment, on comprend tout de suite que la question, par exemple, chez Arendt, de la banalité du mal. Qu'est-ce que c'est la banalité du mal? C'est précisément faire en sorte que l'humain meure comme sujet, au sens où il n'est plus sujet, il n'est plus irremplaçable, il considère que cette chose qu'il faut faire, ce n'est pas spécialement à moi de la faire, d'autres peuvent se saisir de ça, et donc précisément, il est peut-être homme à ce moment-là, mais il n'est certainement pas humain au sens de porter cet humanisme. Donc la question de la responsabilité, elle est bien évidemment constitutive de la question de l'humain au sens d'humanité, d'humanisme. Le troisième grand moment, et qui est lié à cela, mais qui est une autre façon de le dire, c'est Arendt, c'est la condition de l'homme moderne, et c'est ce que Arendt va poser dans le terme de l'édification du monde commun. Qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce qu'être humain? C'est celui qui va venir édifier un monde commun. Alors, on a, avec Aristote, parlé effectivement de cet animal politique, mais là encore, ou tout à l'heure, ce qui a été dit avec Christian sur le fait que Auguste Comte, avec cette communauté de tous ceux qui nous ont précédés, et avec Jonas, la question de ceux qui vont nous suivre et qui font partie de la communauté humaine, parce que c'est vrai que la communauté humaine, elle renvoie toujours à cette question de ceux qui sont morts et de ceux qui sont vivants. Mais Arendt dit, voilà, la constitution de ceux qui nous accueillent à notre naissance, ce que nous laissons derrière nous en mourant. L'homme transcende notre vie aussi bien dans le passé que dans l'avenir. Il était là avant nous, ce monde commun. Il survivra au bref séjour que nous y faisons. Il est ce que nous avons en commun, non seulement avec nos contemporains, mais aussi avec tous ceux qui sont passés et avec ceux qui viendront après nous. Et donc, en gros, qu'est-ce que l'homme? C'est celui qui se rattache à ceux qui nous ont précédés et à ceux qui vont nous suivre par la question de l'œuvre, ce qu'elle appelle, elle, la vita activa, hein, cette manière d'entrer au monde. On pourrait, en termes lévinassiens, parler de responsabilité, parce que c'est quand même la même chose, c'est la question éthique, le fait que l'éthique vient constituer notre ontologie. Mais là, c'est dit différemment, au sens où l'œuvre, c'est bien sûr la question politique, c'est la question de la sublimation si on va plutôt du côté de la psychanalyse, mais c'est surtout, encore une fois, la question de venir transcender notre mortalité pour faire quelque chose qui tient, encore une fois, qui tient malgré notre défaillance première. Bon. Donc ça, c'est les trois moments. Et puis, l'homme, c'est bien évidemment ce qui va déconstruire tout ça. Alors j'aurais pu choisir Derrida avec son grand concept de déconstruction, mais ou Nietzsche, avec le fait que Nietzsche est un auteur qui est venu précisément montrer à quel point à un moment donné, penser la métaphysique, c'était précisément venir déconstruire toutes les catégories les plus fondamentales qui avaient constitué l'homme et son humanisme, et que c'était aussi ça, être humain. Mais j'ai choisi Lewis Carroll, donc autre chose. Lewis Carroll avec Alice au Pays des Merveilles, tout simplement parce que ça me semble être voilà, les vieilles règles aussi du jeu avec le J-E-U. Et d'abord parce que ça nous rappelle ces grandes leçons du simulacre. On les trouve chez Platon. Alors je cite comme ça Lewis Carroll, qui un des grands enjeux dans Alice, c'est d'apprendre les règles du jeu pour choisir ce qu'on veut dire sans perdre la tête. Et je pense que c'est à entendre sur tous les niveaux, sans perdre la tête, c'est-à-dire sans faire l'épreuve de sa propre folie,
Donc, et la question de l'humain est toujours à travailler avec sa propre folie et l'étrangeté qu'on peut avoir vis-à-vis de soi-même et des autres, et puis sans se faire couper la tête au sens de l'état de droit, c'est-à-dire dans la société dans laquelle on est. Et Dieu sait si là aussi, la question de l'humain, c'est aussi de se bagarrer pour que se maintienne un espace où il est possible d'articuler ensemble la question de la liberté et puis la question de la vérité. C'est-à-dire tenter de dire ce que Foucault a appelé le courage de la vérité, le dire parésiastique. Bon. Donc, et puis c'est ce que dit la chenille à Alice en lui disant tout d'un coup, parce que Alice grandit, je ne sais plus si vous vous souvenez, parce qu'elle a mangé je ne sais plus quoi, des bouts de champignons, donc elle est petite, elle est grande, etc. Et la chenille lui dit à un moment donné de réciter quelque chose. Alice essaye de réciter comme elle peut une parole, et puis elle lui dit ça c'est faux. Du début jusqu'à la fin, tout ce que tu racontes est faux. Et donc c'est bien évidemment la question du langage et du rapport au vrai, et Dieu sait si aujourd'hui c'est constitutif. Donc l'homme, c'est aussi à un moment donné ce qui est constitué par le langage, c'est ce qui est constitué par une tentative de dire le vrai. Et bien évidemment, c'est ce qui va venir déconstruire ça, déconstruire la réalité, déconstruire la vérité, déconstruire l'éthique, déconstruire, encore une fois, la finitude, etc., etc., et faire face à ça. Et puis, c'est une dernière parole également de la chenille à Alice quand elle lui dit, écoute, tout ça, là, toutes ces déconstructions et tout ce non-sens, Camus dirait, voilà, hein, le grand chemin pour l'humanisme, c'est d'affronter l'absurde. C'est encore une autre manière de... C'est pas simplement la question du mal, c'est la question de l'absurde. Et elle lui dit, écoute, tu t'y habitueras à la longue. Donc, c'est là encore, pour moi, tu t'y habitueras à la longue, c'est comment, face à cet absurde, comment cet absurde, il est aussi sublimé et il ne nous emmène pas vers un ressentiment, mais il ne nous emmène pas non plus vers un déni de l'absurde. Et ce qui est, je dirais, un chemin tout de même un peu difficile à attraper, mais voilà, qui est, comment dire, le nôtre. Alors, dernier point, c'est qu'aujourd'hui, toutes ces questions, et ça a été aussi évoqué avec Christian, elles sont travaillées parce que la question aujourd'hui de l'exceptionnalité de l'homme, alors je crois qu'elle reste posée du côté précisément de l'éthique. Je pense que s'il y a une question où l'homme est différent des animaux, par exemple, c'est la question de l'éthique. C'est-à-dire qu'en dernière instance, de toute façon, l'homme est responsable, là où les animaux ne se sentent pas responsables. En revanche, il n'est pas du tout certain que l'homme soit différencié par sa seule conscience. Si vous regardez aujourd'hui la déclaration de Cambridge 2012, qui a été signée par les grands spécialistes à la fois des sciences cognitives, des neurosciences, les neurologues, etc., etc. Qu'est-ce que dit cette déclaration de Cambridge? Elle dit que l'homme ne détient pas les substrats neurologiques de la conscience et que la conscience, elle est en partage avec les dauphins, les oiseaux, les perroquets, les éléphants, etc., etc. Preuve à l'appui, neurologie à l'appui. Bon. Et donc, tout d'un coup, ce qui avait été, je dirais, dans toute notre histoire d'humanisme absolument indissociable de nous, la conscience, de fait, non. Nous ne sommes pas simplement, voilà, notre exceptionnalité ne se situe pas dans la conscience. En revanche, notre exceptionnalité se situe peut-être du côté de ce qui a été posé par Lévinas, c'est-à-dire d'être celui qui vient définir le cercle de l'empathie, le cercle de l'éthique, et qui fait en sorte que vient pénétrer dans ce cercle de l'éthique de plus en plus des entités qui étaient jusqu'à présent laissées de côté, et notamment du côté des animaux. Donc ça, c'est aujourd'hui un point important. Et puis en revanche, si vous allez sur un autre terrain transhumaniste, ça sera sans doute développé davantage dans les autres leçons. Là, on a quelque chose qui est d'une définition autre de l'humain, résolument différente. Alors que très souvent, les transhumanistes cherchent à
banaliser d'une certaine manière la différence qu'il pose avec l'humain en nous faisant comprendre que tiens, mais l'éducation depuis toujours d'une certaine manière est transhumaniste puisque l'éducation c'est ce qui fabrique l'homme. Et la science est transhumaniste par essence parce que précisément il s'agit de dépasser à chaque fois les limites, etc. etc. Bon, pas tout à fait ça, puisque si nous revenons à la définition qui a été posée ici ce soir de l'homme, c'est tout de même la question de la finitude et la question de la sublimation de la finitude. Sous-entendu, le fait que nous dépassons la finitude, non pas par son déni, mais encore une fois, par sa symbolisation, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et donc, on voit très bien que, par exemple, quand Pick dit « tu te définiras toi-même », il en appelle à la définition de la forme. Les transhumanistes en appellent à la matière, au fait que dorénavant, il y a un phénomène de désymbolisation, c'est-à-dire qu'on ne confie plus au symbolisme le soin de dépasser la finitude. Non. On se dit, la technique, grande entreprise, la technique va être précisément cet outil de désymbolisation et la technique va nous permettre de dépasser les limites de l'homme. Et quand vous lisez le manifeste, je vous invite à lire le manifeste des transhumanistes, le manifeste est très simple, il pose que la limite n'est pas structurelle de l'homme. Or, l'humanisme ne dit pas ça. L'humanisme dit la limite est structurelle de l'homme, en revanche, l'homme sans cesse réévalue et repense cette limite. Mais il y a toujours une limite. Et il pose que même cette limite est constitutive de tout. C'est-à-dire l'homme est constitué par, c'est le connais-toi toi-même, par le fait qu'il est capable de se rendre compte qu'il est manquant. Et qu'il y a un incurable du manque et que ce manque peut être lié à une certaine forme de dignité et voire même est constitutif de sa dignité. Et c'est ce qui lui permettra sans doute de ne pas venir dévorer l'autre, de dévorer le monde et d'être dans une folie de toute puissance. Le transhumanisme pose à la différence que la limite n'est pas structurelle de l'homme. La limite ne raconte rien de l'humain. Et ça, c'est sans doute une vraie différence entre l'idéologie transhumaniste et puis l'humanisme tel que nous le pensons aujourd'hui. Et puis, deuxième point qu'il pose, et qui est dans ce sens-là, c'est donc à ce moment-là d'aller dans la sphère du droit et de dire, ben voilà, il y a un nouveau droit de l'homme, et ce droit, c'est précisément d'être augmenté. Et donc de poser la question de l'augmentation comme un droit, et pas simplement comme quelque chose qui serait superfétatoire, mais quelque chose qui serait pour venir parachever, encore une fois, je reprends ce terme parce que c'est le terme de Pic de la Mirandole, 15e siècle. Pic dit à l'homme, Dieu dit à l'homme, tu es celui qui te parachèvera toi-même, tu parachèveras ta propre forme. Et là encore, les transhumanistes parodient et falsifient cela en disant non, tu vas venir parachever ta propre matière au sens où tu vas définitivement ne plus te constituer par rapport à une limite. Voilà quelques éléments aussi en résonance pour définir ce qu'est l'humain.